Et sans plus tarder, je suis enchanté de donner la parole à Monsieur Jean-Michel Gauthier, qui partagera avec nous son expérience de directeur d'une multinationale lors de la gestion de crise de la Covid-19. Donc Jean-Michel Gauthier est directeur général de la filiale Marine Protective and Yachts du groupe AkzoNobel, leader mondial des peintures et revêtements techniques. Il se caractérise aussi par une double casquette, puisqu'il est aussi officier de la Marine nationale et revient fréquemment partager son expérience aux futurs officiers de la Marine nationale. Sa longue expérience dans diverses industries chimiques l'ont mené au poste de direction qu'il occupe aujourd'hui, le propulsant au rôle de décideur de premier plan lors de la crise qu'on a vécue ensemble et telle que vécue par sa compagnie. Donc, Monsieur Gauthier, à vous la parole. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, amiral, mesdames, messieurs, ravi de pouvoir vous rejoindre au cours de ce colloque virtuel. Ravi aussi de pouvoir apporter un humble témoignage vu de l'industrie chimique sur cette crise majeure que nous avons dû gérer, qui est toujours pas terminée d'ailleurs. Donc, je me propose de vous donner un petit peu l'aperçu de notre approche, tant en matière d'anticipation que d'adaptation à la crise liée au Covid-19. Donc, crise sanitaire avant tout, mais aussi crise économique majeure. Nous sommes un des industriels importants du secteur maritime, pétrolier, et effectivement, on est encore dans une crise économique majeure qui impacte, on va dire, toutes nos opérations au niveau mondial. Donc, je couvrirai cette expérience en 5 points. Si vous voulez passer à la slide suivante. Donc, un rapide exposé du contexte pour vous donner un petit peu la cartographie de notre déploiement et la manière dont nous avons abordé au plus tôt l'arrivée de cette pandémie. Un rapide exposé de la chronologie, puisque en fait, comme toujours, la capacité à détecter les signaux avant-cours de la crise sont essentiels dans la mise en place d'un processus de gestion de crise. Et important de pouvoir recaler quelques dates clés au cours du premier trimestre 2020. Et puis ensuite, je vous exposerai un petit peu ce que l'on a mis en place au sein de notre compagnie, notre approche et nos enseignements importants. Sachant que aujourd'hui, nous sommes toujours en mode de crise. Cette phase, on va dire, chronique de crise est toujours autour de nous. Et bien que nous commencions à voir un petit peu de lumière au bout du tunnel, important de mentionner que nous sommes toujours dans ce mode dégradé. Alors bien entendu, aussi pour rebondir sur l'exposé du professeur David Woods précédemment, sur les systèmes fragiles dans l'industrie chimique, sur les bâtiments de combat de la marine, dans l'aviation, dans le nucléaire, on n'aime pas trop les systèmes fragiles. Donc une grande partie de notre code génétique est centrée justement sur la prévention et la gestion du risque. Donc une crise majeure comme celle à laquelle nous faisons face en ce moment, en fait, n'est pas un territoire totalement inconnu dans notre industrie. Alors voilà, donc peut-être un rapide aperçu de notre compagnie. Donc moi, je m'occupe directement de la partie Marine Protective et Yacht. Si vous voulez passer à la slide suivante, s'il vous plaît. En fait, nous vendons des peintures au sens large, pour préciser les choses, que vous compreniez un petit peu ce que l'on fait. Donc, des peintures et des revêtements techniques qui s'appliquent sur tout type de plateformes flottantes. Donc, bien entendu, les navires de commerce, les grandes flottes de containers que vous pouvez voir depuis la côte ou le port de Brest, pour ceux qui sont basés par ici. On est un leader mondial sur ce secteur. On fournit nos produits à toutes les grandes marines du monde, en incluant bien entendu la marine nationale, flotte de surface, flotte aéronavale et flotte sous-marine comprises. Pour indication, il y a plus de peinture à l'intérieur d'un bâtiment qu'à l'extérieur. Voilà, donc par extension, une grosse partie de notre marché est aussi positionnée dans le monde du pétrole et du gaz, offshore, dans le monde de l'énergie. On est le leader mondial aussi en matière de revêtements pour éoliennes, offshore et onshore, et dans tout le secteur de l'énergie, upstream, downstream, voilà, comme vous pouvez le voir sur les photos. Et bien entendu, on est aussi présent chez tous les bons ship chandlers, puisqu'on est le leader mondial aussi dans la partie yacht et plaisance.
Donc, tout bon Chandler devrait représenter la marque internationale. Donc ça vous donne un petit peu notre déploiement. La carte suivante nous indique notre déploiement géographique. Et j'attire juste votre attention sur le nombre de petits points rouges et noirs que vous verrez sur la partie Asie, puisque une des forces de notre, on va dire, de notre capacité d'anticipation a été en partie liée à notre connexion directe à la Chine, puisque nous avons des opérations en Chine. Environ 40% de notre chiffre d'affaires dépend de l'Asie et à peu près 20% dépend de la Chine, Chine, Taïwan et Hong Kong. Nous avons, comme vous pouvez le voir, deux grandes usines en Chine, ainsi qu'un laboratoire et une présence commerciale importante. On a plus de 600 personnes qui opèrent en Chine. Et mon directeur technique, pour la Chine en particulier, est de Wuhan, a une résidence secondaire à Wuhan, qui donne en fait sur le marché principal de la ville de Wuhan, lieu sur lequel le patient numéro 1 a été identifié en Chine lors de au début de la pandémie, dès le mois de décembre 2019. Donc on avait, grâce à ce déploiement, en fait un accès direct à ce qui pouvait se passer en Chine sans aucun filtre, sans aucun filtre gouvernemental, sans aucun filtre médiatique. Et donc voilà, cette connexion, on va dire stratégique, nous a permis de bien suivre les développements de la pandémie dès les premiers jours, hein, dès qu'elle fut déclarée en décembre 2019. Et voilà, cette connexion était essentielle dans notre approche de préparation par la suite. Alors, la slide suivante retrace modestement la chronologie des événements. Et donc, alors c'est un petit peu humoristique, vous m'excuserez, mais vous verrez qu'en fait, en moins de 3 mois, les choses ont évolué assez rapidement, de manière assez anachronique, sans aucune coordination, hein. Donc là, je fais un petit rappel entre ce que la science avait publié en donnant les dates importantes, en ce que l'Organisation mondiale de la santé a aussi déclaré, et tout ça en parallèle avec ce que l'on pouvait voir de notre gouvernement et des différentes déclarations et actions qui, dans le contexte et bien entendu après coup, semblent un petit peu décalées, hein. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour insister sur le fait que autour du mois de février 2020, la plus grande incertitude, la plus grande ambiguïté régnait sur ce qui pouvait arriver en Europe et ailleurs, en tout cas ce qui pouvait arriver en dehors de la Chine, sur la base des informations qui nous arrivaient. Vous noterez en particulier que les choses ont commencé à s'accélérer à partir du 13 janvier, où le premier patient atteint du Covid-19 hors Chine a été reconnu par l'OMS. Et rapidement ensuite, on a pu voir que les choses s'accéléraient dans l'Oise en particulier, puisque un détachement de l'armée de l'air française est allé chercher des expatriés en Chine, et que apparemment l'épouse d'un des pilotes a contracté le virus, et donc le virus s'est rapidement propagé dans les écoles élémentaires de l'Oise, euh, et, les choses ont commencé à nous atteindre en France dans les médias par ce biais-là. Un événement important pour nous dans la chronologie était qu'au mois de mars, 2 et 3 mars pour être précis, ma compagnie avait prévu l'organisation d'un événement distributeur, d'un événement commercial, où nous comptions faire venir une centaine de partenaires, de clients de toute l'Europe, au sens large, hein, de la Russie en particulier, de l'Italie en l'occurrence. Et vous vous rappelez peut-être qu'autour du mois de février, on avait déjà un début de pandémie très nettement marqué en Italie. Et donc, on a dû décider à la mi-février de maintenir ou pas cet événement prévu au mois de mars. Et cet événement, en fait, nous a permis d'anticiper et de forcer la prise de décision. Je vous avoue qu'on n'avait pas forcément un grand alignement dans mon équipe de direction, hein, quand on a dû commencer à réfléchir à maintenir ou annuler l'événement du 2 mars. On n'était pas forcément tous alignés sur la décision d'annulation. Et donc, on a utilisé
la méthode de raisonnement par la conséquence pour se dire, attendez, si on fait venir une centaine de personnes sur notre site principal, qui se situe aussi sur notre laboratoire principal et sur notre usine principale dans le nord de l'Angleterre, on a environ 1000 employés sur ce site. Si on fait venir 100 personnes de l'extérieur et qu'on en trouve un de contaminé au Covid-19, on a toutes les chances de devoir mettre ce site en quarantaine, et donc fermer l'usine pendant 2 semaines, fermer nos laboratoires pendant 2 semaines. Voilà, la conséquence de cette quarantaine, en fait, a accéléré notre alignement et notre prise de décision, et on a effectivement annulé cet événement le 2 mars. Alors, les gens qui avaient prévu de venir n'étaient pas forcément tous ravis de cette décision. On a eu une petite bordée de volées de bois vert initialement, et je vous garantis qu'avant la fin mars, tout le monde nous a bien remerciés pour avoir pu anticiper voilà, le reste, le cours des choses, et d'avoir eu la sagesse d'annuler cet événement qui aurait pu être voilà, une source de contamination majeure. Sachant, je répète, qu'on avait une proportion d'Italiens non négligeable dans cette population d'invités. Donc voilà, la prise de décision a été faite. À partir de ce moment, mi-février, donc bien avant les recommandations que l'on pouvait recevoir des différentes institutions mondiales ou nationales, nous avons pris la décision de nous préparer à une crise majeure, car nos collègues en Chine nous indiquaient bien en fait la rapidité avec laquelle ce virus se propageait. Et en fait, on a adapter notre réaction aux recommandations formulées par le gouvernement chinois à l'industrie en Chine en général. Et nous avons mis en place ces mesures-là dès la fin février. Donc, en l'occurrence, on a accéléré l'achat d'ordinateurs portables au personnel qui n'avait pas d'ordinateur portable, de façon à ce que tout le monde puisse commencer à travailler de la maison dès le début du mois de mars, et ne pas attendre que le virus se propage. Et on n'a pas attendu en fait les recommandations de nos différents gouvernements en Europe voilà, pour se mettre en sécurité. Donc la phase suivante, la slide suivante s'il vous plaît, voilà, indique un petit peu ce que j'appelle les bonnes pratiques en matière de gestion de crise, hein, les 3 phases classiques. Donc je me permets un rapide rappel méthodologique. Donc la phase 1, hein, la phase prévention de crise, dans laquelle effectivement l'identification des signaux faibles est fondamentale. Donc c'est ce que j'expliquais, hein, notre connexion à la Chine nous a été grandement utile pour nous préparer. La phase 2 ensuite, typiquement la phase aiguë de la crise, hein, dans laquelle le choc a lieu. Et là, bien entendu, les grandes variables sont la capacité des organisations à se reconfigurer en temps réel, donc en mode dégradé bien entendu, et cette phase-là est typiquement relativement courte pour laisser la place à la phase 3, dans laquelle la catastrophe a eu lieu. Dans notre cas, effectivement, elle a eu lieu, elle a toujours lieu, et parfois aussi, dans le cadre d'une catastrophe évitée, on a quand même une phase 3 à gérer, et l'idée, bien entendu, en cette phase post-crise aiguë, est de pouvoir retrouver sa trajectoire initiale et de s'adapter au nouvel écosystème hein, créé par la crise. Donc aujourd'hui, j'expliquerai un petit peu plus tard que nous sommes dans ce mode de crise chronique qui dure bien plus longtemps que ce que l'on avait pu anticiper, et on n'est pas forcément aussi agile et aussi réactif qu'on le souhaiterait. Hein. J'en dirai 2 mots à la fin de mon exposé. Donc, en matière de bonnes pratiques, la slide suivante indique aussi deux variables importantes qui sont la fiabilité du système en cas de crise aiguë et le rôle du leader dans ces circonstances. Donc, vous pouvez lire plus vite que je ne parle, mais vous pouvez bien voir donc, que les choses ont bien été déjà documentées. Hein. La littérature abonde de références. Et donc, en matière de fiabilité, l'importance de la clarté et de la structure des rôles dans la crise est essentielle. Aussi bien que la notion de vigilance collective, hein, comment est-ce que l'on peut être bien sûr que l'ensemble du réseau de détection est en marche, et que le report back et que la communication se fait
aussi fréquemment que possible. Alors bien entendu, les questions de communication dans le groupe, avec le leadership, avec la ligne de front sont essentielles. Et comme toujours, la capacité à se reconfigurer en temps réel est aussi un grand facteur de fiabilité. Le rôle du leader, tout aussi est essentiel. Donc, seul le leader peut vraiment déclarer le mode de crise. Donc, on réalise souvent une zone d'incertitude ou d'ambiguïté, souvent prolongée, où les décisions ne se prennent pas. Et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, on a eu la chance d'avoir, nous, un événement déclencheur qui a forcé, en fait, la prise de décision. Donc là, j'ai dû décider, si vous voulez, de concert avec mes équipes de direction, de passer en mode de crise avant qu'on nous le demande. Donc ça a été en fait un facteur important pour nous. La capacité à pouvoir représenter la vue générale de la situation. Tout aussi important de maintenir en fait la situation voilà, claire pour tous les niveaux de la hiérarchie, que les gens comprennent la décision que vous avez prise ou les décisions qui ont été prises, qu'ils puissent s'inscrire dans ce schéma et comprendre assez vite comment s'autonomiser pour aider à la cause. Donc, ce sont les deux points suivants, capacité à donner du sens et les capacités d'anticipation, capacité à naviguer sur l'avant, comme on dit dans la marine, tout aussi essentiel dans l'approche de gestion de crise. Alors, pour donner un petit peu plus de concret, la slide suivante montre vraiment ce que l'on a fait. Donc, si vous voulez bien passer à la place suivante, voilà, donc en fait, on a mis en place ce protocole de crise activé. Donc là, c'est les méthodes traditionnelles, avoir des listes de contacts d'urgence, de suppléants, de délégations, qui appeler qui quand, avoir un processus de prise de décision clarifié. Hein. Parlez pas au directeur général du business toutes les 2 minutes. Hein. Trop d'informations tue l'information. Donc voilà, dans l'industrie chimique, on a quand même des processus qui étaient en place. On n'a pas dû devoir tout recréer pour cette crise. Donc l'on a construit sur les mécanismes qui étaient déjà en place. Très important d'avoir pu mettre en place un plan de continuité de l'activité par pays et par site, de façon à mettre bien entendu notre personnel en sécurité immédiatement, à pouvoir déclarer le mode de télétravail pour tout le personnel non stratégique qui pouvait être déplacé ou fonctionner de la maison, d'adapter nos modes de fonctionnement pour le personnel posté, donc typiquement le personnel d'usine et le personnel de recherche-développement qui travaille dans les laboratoires. On a dû mettre en place un système par bordée et organiser un tournus de façon à ce que les chimistes qui devaient passer du temps dans leur labo puissent quand même passer du temps dans leur labo, mais voilà, pouvoir aussi les sortir du laboratoire et les faire travailler de la maison pour traiter leurs données le mieux possible pour limiter voilà, les risques de contamination au travail. Et puis bien entendu, le développement de scénarios, puisque en fait la préparation dépend de la qualité des scénarios qui sont développés. Donc assez vite, on a développé des scénarios de crise en espérant une reprise de l'activité rapide, une reprise de l'activité un peu moins rapide, une reprise de l'activité encore moins rapide, et des sous-scénarios, voilà, de façon à préparer, si vous voulez, nos réponses et notre organisation. Donc, pareil, la logique dans la préparation de scénario n'est pas vraiment le résultat du scénario, mais le processus, si vous voulez, de reconfiguration qui permet de se préparer à l'imprévu. Et sur les 3 scénarios, aucun n'était vraiment très valable, ni très réel. Par contre, on a pu en développer d'autres sur cette base-là qui nous ont été très utiles par la suite. Aussi, pouvoir autonomiser les équipes. Donc, je vous donnerai un exemple. On a dû aussi définir très rapidement la liste des priorités et d'exécution pour tout le personnel, pour le management bien sûr, mais aussi pour les niveaux d'exécution sur le terrain. Comment est-ce que l'on pouvait fédérer nos énergies et notre focus sur les variables qui comptent en cette phase de crise aiguë. Bien entendu, on a adapté nos plans de communication de façon à apporter soutien et empathie à distance, puisque sur les 4200 personnes qui composent cette filiale, à un moment donné, on en avait plus de 70% en télétravail.
Donc voilà, donc comment est-ce qu'on maintient l'engagement, la confiance dans une organisation qui travaille de la maison? Alors, on a dû faire face à, ce, à cette problématique qui était pour nous sans précédent. Donc là, j'expliquerai sur la slide précédente un petit peu ce que l'on a fait en partageant avec vous des exemples concrets. Donc l'exécution, alors désolé, c'est en anglais, on n'a pas traduit le document. Donc l'exécution en cinq points, centrée sur les équipes, centrée sur nos clients, centrée sur les modes opératoires, ce qu'on appelle la gouvernance, centrée sur la gestion des coûts et la gestion du cash. Donc les 5 variables, si vous voulez, critiques dans cette phase de crise aiguë, qui peut s'appliquer en fait à tout le monde. Que vous soyez un directeur d'usine, un responsable de laboratoire ou une assistante commerciale voilà, vous pouvez tous vous retrouver sur ces 5 points et pouvoir contribuer à la cause sans avoir besoin de communiquer avec votre direction ou avec le directeur général. Donc, ça a été fait dans cette optique-là. La slide de droite montre l'adaptation de notre processus de reporting. Donc les cases en bleu sont on va dire le processus de gestion du business au niveau des pays, au niveau des régions, au niveau mondial, qui était en place avant que la crise ne frappe. Et ce qui est en rouge sont les dispositifs que nous avons dû prendre pour gérer cette crise. Et vous voyez que on a eu en fait assez peu de modifications à apporter à nos processus de fonctionnement. On a juste dû se caler un petit peu plus près de ce qui se passait au niveau du groupe AkzoNobel. Donc la structure corporate est en bleu ciel à droite. Et donc vous voyez qu'on a créé un processus, si vous voulez, d'alignement et de synchronisation au niveau régional et en augmentant la fréquence de contact. Donc, pas forcément tous les jours entre la corporation et la filiale, au moins 2 fois par semaine. J'avoue que certaines semaines, on a dû se parler un petit peu plus fréquemment, mais en mode de gestion de crise, on va dire stabilisé, on avait, et l'on a toujours, 2 points de contact hebdomadaires, et au niveau de la filiale, un point de contact journalier. Puisque initialement, la case bleue de demande contrôle se passait 1 fois par semaine, et en mode de crise, on est passé à un contact journalier. Donc vous voyez que assez peu de modifications de notre structure opérationnelle, avec quand même, bon à mentionner, la création d'un comité de pilotage, que l'on appelle un comité de gestion de crise et de gestion de reprise, de post-crise. Donc, l'application de nos bonnes pratiques en matière de gestion de crise nous font aussi aborder la question de sortie de crise au même moment que la partie de gestion de crise aiguë. En tout cas, rapidement après. Donc, nous avons trouvé essentiel d'utiliser le terme recovery assez rapidement aussi pour calibrer l'ensemble de notre organisation sur la problématique de sortie de crise, car on s'attendait à une sortie de crise. À ce titre, nous avons pu mettre en place un processus de distribution de masques chirurgicaux à l'ensemble du personnel, puisque au cours du mois d'avril, vous vous rappelez certainement, les pénuries de masques se faisaient sentir grandement, et que l'un de nos grands stress était d'avoir à retourner au travail sans avoir les bonnes précautions et sans avoir assez de masques. Et donc, on a réussi à faire, à expédier un petit paquet de masques à l'ensemble du personnel critique qui travaillait de la maison, de façon à anticiper un retour prématuré, un retour anticipé dans les usines et dans les labos en cas de besoin. Voilà, je vais m'étendre plus sur ce slide-là. La slide suivante montre avec un peu plus d'images ce qui a été fait. Donc, vous voyez la partie développement de scénario. Je vous passe le détail, mais des codes vert, orange et rouge pour montrer en fait ce que l'on estimait en termes de crise aiguë. Donc, un premier scénario rapide où on a juste le deuxième trimestre en phase aiguë. Un deuxième scénario dans lequel on a un petit peu plus de phase aiguë au cours du troisième trimestre,
et notre scénario de crise, de pandémie globale, avec des cases rouges jusqu'à la fin de l'année 2020, jusqu'au quatrième trimestre 2020. Et tout repasse en vert en 2021. Donc je peux vous dire qu'aujourd'hui, on était vraiment très très optimiste dans ce scénario, malgré tout le plus catastrophique, et qu'aujourd'hui, jusqu'au deuxième trimestre 2021, on est encore dans le rouge. Hein. Et les choses commencent à passer au jaune à partir du troisième trimestre et au vert à partir de 2022. Donc, bien entendu, ayant tout le monde en télétravail, nos outils MS Teams, comme l'outil que nous utilisons aujourd'hui pour ce colloque, étaient déjà en place. Donc, il a été très, très facile de passer en mode télétravail pour nous. Nos systèmes informatiques, notre bande passante a bien suivi. On n'a pas eu de problème sur ce niveau-là. Et donc, nos équipes se sont reconfigurées en télétravail très rapidement au début du mois de mars. Et on est encore dans ce mode aujourd'hui. Hein. Dans les usines et les laboratoires, bien entendu, mise en sécurité du personnel. Donc là, vous voyez, c'est un meeting sécurité. Donc vous voyez que les gens non seulement portent un masque, mais se tiennent à distance. Donc pareil, ça c'est une photo qui a dû être prise mi-mars sur un de nos sites en Europe. Et bien entendu, une abondance de communication, donc à tous les niveaux. Donc là, vous me voyez dans une émission on va dire, de webcast, donc de télévision interne avec mon patron à gauche, le CEO du groupe Axo, et le vice-président de la recherche-développement du groupe en face de moi. Et ça, on a dû, comme je l'expliquais tout à l'heure, vraiment augmenter la fréquence de communication à large spectre, de façon à ce que tout le monde reçoive le même message dans tous les pays, à tous les niveaux de l'organisation. Et ça, c'était pour nous le moyen le plus simple de maintenir la transparence dans les décisions que nous prenions, la transparence dans les objectifs que nous nous fixions pour gérer cette crise et en sortir au plus vite, et garder l'engagement et la confiance de l'ensemble de nos équipes. Donc, en termes de retour d'expérience, si vous voulez, la slide suivante refait un petit peu le point sur ce que l'on pense avoir bien fonctionné et sur ce que l'on pense avoir un petit peu moins bien fonctionné, ce que l'on appelle les challenges, en quelque sorte. Donc, quand vous regardez notre approche ici, clairement, la capacité à traiter de manière proactive et rapide les premiers signaux indicateurs de la crise a plutôt bien fonctionné quand on fait cette analyse. De même, nos protocoles d'activation de crise ont été enclenchés de manière extrêmement efficace. Et comme je le disais tout à l'heure, notre appartenance à l'industrie chimique nous a bien aidés. Hein. Ce sont des choses que l'on sait faire et nous avons des systèmes qui nous permettent d'être extrêmement réactifs. La planification de la continuité des activités pour les mêmes raisons. On aime bien les systèmes redondants et donc on avait rapidement pu développer des plans de maintien d'activité compte tenu des scénarios que j'exposais tout à l'heure et d'un certain nombre de disruptions, aussi bien au niveau de l'alimentation électrique que de matières premières, etc. Donc ça, c'est plutôt pour nous un bon rétex. Bien entendu, la mise en sécurité du personnel et le passage en mode télétravail, hein, je l'expliquais déjà, l'application stricte des consignes d'hygiène et de sécurité. Vous voyez, sur un personnel, sur un ensemble, sur un périmètre de 4200 personnes environ, nous n'avons eu que 2 décès et moins de 20 hospitalisations. Au niveau mondial, hein. Donc vous voyez, on opère aussi en Inde, et voilà, donc un décès en Afrique du Sud et un décès en Inde lié au Covid. Donc voilà, donc c'est 2 décès de trop, bien entendu, mais vous voyez, l'exposition a quand même été grandement limitée. On aurait pu s'attendre à plus de personnel contaminé et hospitalisé que nous n'avons eu. Donc on touche du bois, c'est pas encore fini. Et bien entendu, on n'en parle jamais assez, mais la résilience de nos systèmes informatiques et de nos systèmes transactionnels aussi, qui ont marché sans faille, alors que nous avons largement augmenté notre consommation en data et notre consommation de bande passante, puisque, comme je l'ai expliqué, à un moment donné, on avait pratiquement 70% du personnel en télétravail. Nos systèmes ont fonctionné de manière irréprochable, et là aussi, on a toujours l'impression de déposer trop dans l'informatique. Je peux vous dire qu'en cas de crise, quand vous devez passer en mode virtuel, on était bien content d'avoir l'infrastructure informatique
et de systèmes de télécommunication que nous avions. Alors, ce qui a bien moins marché aujourd'hui, c'est en particulier notre capacité à gérer le stress et la fatigue mentale. On n'a en fait pas passé assez de temps à, euh, à préparer nos personnels pour une phase 3 chronique, hein, qui dure en fait plus de 12 mois. Et donc voilà, le mode de télétravail, en particulier chez certains de nos jeunes collègues qui ont des jeunes familles, qui doivent travailler depuis leur salle à manger, depuis leur cuisine, leur chambre à coucher avec des jeunes enfants, souvent avec un époux ou une épouse qui travaille aussi et qui a les mêmes contraintes et qui passe 12 heures par jour au téléphone ou en vidéo call, en fait, génère une usure, une fatigue que l'on avait assez mal appréhendée. Et nous avions peu de systèmes, peu de bonnes pratiques à mettre en place pour aider nos personnels à passer ce cap. Voilà. Donc maintenant, on a mis des choses en place maintenant, mais initialement, nous avions tout à fait sous-estimé la notion de gestion de stress et de fatigue mentale. On a eu des cas de burn-out, hein. Par exemple, on a eu des gens qui passaient 15 heures par jour au téléphone, hein, les gens qui se trouvaient souvent dans des rôles avec un scope mondial, en fait, n'arrêtaient plus. Donc, ils commençaient le matin avec l'Asie, travaillaient avec l'Europe au milieu de journée, et finissaient avec les Amériques le soir. Et on avait des gens qui travaillaient plus de 15 à 16 heures par jour, qui sortaient plus de leur appartement, et qui se sont retrouvés en burn-out rapide, hein, sans relais. Alors, il y a rarement de signes avant-coureurs de burn-out, mais là, le fait du télétravail, on a eu malheureusement quelques cas de trop. Euh, on a bien entendu perdu en capital social, hein, ça va sans dire, mais on a aussi perdu en capacité de résolution de systèmes complexes. Ce qui prenait une ou deux journées euh, dans une salle de réunion avec un grand tableau blanc, voilà, on met nos ingénieurs autour d'une table et on arrive à modéliser la problématique, à identifier les variables fondamentales, à simplifier le problème et apporter déjà des éléments de réponse, une première solution. Aujourd'hui, en télétravail, on est beaucoup moins efficace. Et en fait, ça prend plus de temps. On a perdu en capacité très très clairement sur cette dimension-là. Alors aujourd'hui, en mode chronique, on s'améliore. On a mis en place des protocoles de résolution de problèmes complexes qui nous permettent de gagner un petit peu en productivité, mais je vous garantis que le tableau blanc et les 12 heures de réunion ou de brainstorming manquent à un certain nombre de mes collègues, et à moi-même en particulier. L'autre dimension, la création ou le maintien, développement de relations stratégiques. Maintenir une relation stratégique avec des clients et des partenaires en mode virtuel est vraiment pas très facile. On peut aussi considérer le maintien de relations stratégiques en interne avec vos prestataires internes, vos clients internes, tout aussi compliqué. En externe, en fait, ça marche très très mal. Donc les relations que vous aviez, les relations stratégiques existantes, on arrive à les maintenir tant bien que mal. J'ai plusieurs fois dans la journée des clients, des partenaires en vidéo call, bien entendu. Par contre, en créer de nouvelles et alimenter un pipeline de nouvelles relations stratégiques, c'est très très difficile à faire en virtuel, hein. Personne n'a vraiment le temps pour ça. Et là, on n'a pas trouvé encore de modèle. Nos outils de collaboration virtuelle, en fait, voilà, ne fonctionnent pas, hein. On a trouvé aussi que le fonctionnement alternatif présentiel-distanciel usait les gens, hein. Donc, en particulier le personnel posté en laboratoire. On n'a pas trouvé de bon équilibre aujourd'hui. Ce fonctionnement bordé était vraiment, est toujours en fait un problème, hein. Ça pompe de l'énergie, si je peux me permettre. Et aujourd'hui, on n'a pas de solution, on n'a pas de bonne pratique à recommander encore, hein. Donc, mis à part recommander une bonne hygiène de vie, de bien dormir, de bien préparer sa journée de travail avant, etc. On est encore en train d'apprendre comment optimiser ce fonctionnement alternatif. Et donc, bien entendu, les questions de gestion d'une crise chronique, hein, puisque en fait, on est en mode de sortie de crise depuis plus de 12 mois et on pense qu'on a encore au moins 6 mois devant nous avant de pouvoir considérer un mode de fonctionnement à peu près normal, hein. Donc, cette capacité à reconfigurer nos modes opératoires en sortie de crise
est vraiment loin d'être convaincant en ce qui nous concerne, hein. Donc là, on a encore à apprendre, et je pense que dans les travaux de recherche en résilience, les questions de reconfiguration de sortie de crise, grâce à cette expérience de Covid-19, permettra peut-être de lancer de nouveaux travaux, de nouvelles études. Voilà, donc pour conclure, ce que l'on voit sur la slide suivante, mes considérations un petit peu simples, si vous voulez, de ce que je vois comme étant essentiel pour accélérer l'adaptation de l'organisation en sortie de crise. Et donc, en fait, pour nous, si vous voulez, il s'agit en fait d'accélérer un certain nombre de processus de transformation déjà en cours. On n'a rien créé de nouveau pour adapter ou réadapter notre organisation à la sortie de cette crise Covid-19. Alors, les choses qui sortent très clairement, c'est que en mode télétravail, bien savoir où se cachent les experts et les détenteurs de savoir était très critique, hein. Quand vous êtes au bureau, dans votre laboratoire, dans votre usine, dans votre siège social, et que vous pouvez interagir humainement avec vos collègues, on arrive assez vite à comprendre et à identifier qui sait quoi et qui peut vous aider voilà, sur ce problème donné. Quand vous êtes en mode virtuel, on n'a pas de bottin, on n'a pas de phonebook qui recense les savoirs et la localisation des différents experts. Donc avoir un protocole bien plus formel qui permet de structurer les réseaux de compétences et les réseaux de savoir, ainsi que de protocoler les modes de collaboration. Si au cours d'une séance de travail virtuel, on découvre une chose qui pourrait être intéressante pour d'autres, comment est-ce qu'on s'organise pour le faire savoir et le communiquer, même à des gens qui n'auraient pas forcément, a priori, d'intérêt pour cette découverte ou vous voyez, pour cette solution. Donc, l'aspect systématisation de la collaboration et des modes de partage est vraiment, vraiment importante. Et là, nos outils numériques, en fait, nous apportent des solutions à très court terme qui sont aujourd'hui très largement sous-utilisées encore. Alors, bien entendu, simplifier, numériser tous les processus transactionnels, j'allais dire, au maximum. Donc, plus de papier, réduction complète de notre dépendance au papier et passage maximal en système numérique, hein. Donc, ça va sans dire. Et bien entendu, la corollaire, c'est que pour pouvoir fonctionner en mode numérique avancé, il nous faut bien sûr une résilience des systèmes, et en particulier une cybersécurité durcie, hein, puisque on l'a vu, le professeur Woods expliquait la récente attaque cyber sur Colonial Pipeline aux États-Unis, la compagnie de distribution de gaz, qui était majeure, hein. On a, dans mon environnement direct professionnel, 3 cas de hacking majeurs qui posent des questions, des disruptions d'alimentation en matières premières liées à des attaques criminelles, hein. La criminalité cybernétique est une évidence à laquelle il faut faire face. Et les 2 derniers points, donc vous vous rappelez, en matière de bonnes pratiques de gestion de crise, les aspects d'engagement du personnel, donner du sens à son action, sont effectivement capitaux. Et donc aujourd'hui, pour nous, il s'agit de renforcer notre engagement environnemental et sociétal. L'industrie chimique a un rôle important à jouer pour la préservation de notre planète. Nous-mêmes, comme leader mondial dans le monde des peintures marines, on a aussi un rôle essentiel à jouer, et surtout le faire savoir. Donc avoir des objectifs, c'est bien, mais le faire savoir et les rendre publics de manière transparente, c'est mieux. Et ça marche bien en externe et surtout bien en interne aussi. Et bien entendu, pour garder l'engagement du personnel, maintenir la confiance et augmenter en agilité collective, voilà, construire sur ses valeurs cardinales pour donner le plus de sens à son action et à ses objectifs. Donc voilà, de manière très, très pragmatique, j'espère, un témoignage de ma société sur cette situation Covid-19 qui dure un petit peu trop longtemps. Donc, je ne sais pas si vous avez des commentaires ou des questions. Alors, merci beaucoup, Monsieur Gauthier, pour votre présentation. Alors, merci aussi d'avoir inclus des références conceptuelles, ce qui est assez rare d'un point de vue pour des professionnels, et qui montre justement l'intérêt d'une meilleure synergie entre les mondes du scientifique et professionnel. Je voudrais aussi vous remercier pour votre témoignage qui nous rappelle justement l'impact et la complexité de cet événement, mais aussi du rôle du leadership que vous avez porté en tant que décideur pendant cette crise. Et enfin, votre qualité de directeur, je trouve,
du multinational rappelle justement cette définition du professeur Woods qui montre que finalement nous évoluons dans des systèmes, pour reprendre son terme, donc euh, layer networks, donc du coup, avec une traduction un peu barbare, j'ai envie de dire, des systèmes superposés et entremêlés. Donc du coup, ça montre justement l'intérêt d'avoir votre témoignage d'un point de vue de directeur de multinational. Donc il y a un ensemble de questions qui ont été collectées, Monsieur Gauthier. Donc on pourra les mettre en discussion par la suite lors de la table ronde. Donc, avant de passer à notre troisième présentation, je vous propose de prendre une petite pause de 10 à 15 minutes. Et donc, afin d'apporter aussi un peu de convivialité, pardon, dans cet événement virtuel, nous vous proposons de tester une fonctionnalité qu'on a intégrée à notre plateforme, une fonctionnalité de networking que vous pourrez trouver sur notre page d'accueil. Donc, vous y trouverez l'ensemble des participants avec lesquels vous pouvez rentrer en contact selon vos sujets d'intérêt et discuter autour d'un café ou un thé, malheureusement virtuel, mais on espère qu'on pourra se retrouver bientôt. Donc, je vous dis à tout de suite.